Non-violence, persuasion, grâce. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Alex. Je suis très heureux de vous présenter cette émission spéciale consacrée au réalisateur américain Tim Burton. À l'occasion de la sortie en salle le 27 mars de son adaptation en live-action du Dumbo des studios d'animation Disney, on a voulu se pencher sur la carrière de ce cinéaste à l'univers singulier que l'on aime tant aduler que détester. Comment alors parler de la filmographie très riche de Tim Burton, qui compte désormais 19 longs métrages en tant que réalisateur et qui a démarré dans l'animation pour toucher ensuite à la comédie, au fantastique, au gothique, à la science-fiction, à la comédie musicale, aux super-héros et bien sûr à l'adaptation de dessins animés. Et bien on a décidé de choisir 6 films marquants du réalisateur qui représentent à la fois plusieurs facettes de son cinéma et plusieurs décennies. Pourquoi 6 films ? Eh bien tout simplement parce qu'on est 6 à la table du Saloon aujourd'hui avec Thomas Gerber. Salut Thomas. Salut Alex. Salut Charlotte Klinke. Salut Alex. Ravi de te recevoir. Salut Sven, ravi aussi que tu sois là, Sven Papo. Salut Alex. Thibaut Ducret, bonjour à toi. Salut. Et puis mon cher Robin Jaunin. Salut Robin. Salut Alex. Alors, on va commencer par parler un petit peu plus largement de Tim Burton, de sa carrière, de notre rapport que l'on a, chacun d'entre nous, à sa filmographie, aux différents genres qu'il a pu aborder. Et puis ensuite, je ne vous dis pas encore les titres des films qu'on va aborder, et on pourra ensuite se lancer dans l'analyse de ces différents films qui, je le rappelle, donc représentent plusieurs décennies et puis ratissent un peu large dans sa filmographie. Qui veut commencer à parler de Tim Burton, qu'est-ce que ça représente pour toi ? Je ne sais pas, Thibaut, au hasard. Alors moi, ça représente un cinéaste très important dans ma filmographie, en tout cas pendant plusieurs années. Au moment où j'ai commencé à construire un petit peu ma cinéphilie, c'était un réalisateur que j'appréciais particulièrement. Bon, pour le coup, moi, je serais incapable de dire quel est le premier film de lui que j'ai vu. Ça devait être soit Beetlejuice ou Édouard aux mains d'argent, j'imagine. Mais ces premiers films m'ont tout de suite parlé. Ça a toujours été un univers et un style de cinéma qui m'a toujours beaucoup parlé. Maintenant, j'ai eu une certaine rupture au tournant des années 2000 et j'ai peu à peu décroché de sa filmographie et j'avoue que comme beaucoup de gens. Comme beaucoup de gens, voilà, il y a vraiment eu une cassure pour moi dans son cinéma et du coup, j'avoue que j'avais même pas vu ces 2 derniers films avant cette émission pour lesquels je les ai rattrapés. Mais voilà, ça a été pour moi un cinéaste très important et très singulier et aujourd'hui il a un peu perdu de sa superbe, mais ça évidemment on va en discuter. Du coup, une question, est-ce que c'est pas plutôt pour chaque personne autour de la table, à quel moment est cette rupture ? Parce que je crois qu'on est tous d'accord pour dire que le début de carrière est vachement bien. Et à partir de quel moment ça casse ? Alors pour le coup, pour moi c'est très clair, Sleepy Hollow c'est son dernier bon film. Après, pour moi, tout s'écroule. Ah oui, donc après 99, en fait, c'est fini. Voilà, il n'a pas survécu à l'an 2000 en fait pour moi. C'était le bug de l'an 2000 en fait. C'est ça. Thomas, puisque tu moi j'ai un souvenir assez marquant en fait du premier film de Tim Burton que j'ai vu, puisque, alors ça n'intéressera personne sauf moi, mais j'étais en vacances au sud de la France avec mes parents. Ah non, ça nous intéresse. Et j'étais tout petit. Et je me souviens qu'il y avait une petite télé dans la maison glaciale qu'on avait louée pour ces vacances et passé à cette télé Batman, le premier Batman avec Jack Nicholson donc. Et je pense que j'avais pas du tout vu le film entier, mais j'ai des images comme ça extrêmement fortes qui me sont restées en tête longtemps alors que je devais avoir 6-7 ans. Et ça, c'est resté des images assez séminales pour moi et pour ma cinéphilie. Et du coup, après, j'ai compris que c'était Tim Burton. J'ai vu ses autres premiers films que j'ai beaucoup aimés, notamment Batman Returns, qui pour moi reste une des références d'adaptation de comics de super-héros, c'est clair. C'est vraiment, je pense qu'on parlera de Batman Returns ce soir, mais c'est vraiment une œuvre extrêmement importante pour le genre. Et comme Thibaut, même si moi, j'accorde un peu plus de tolérance encore à Big Fish, que je trouve être un beau film, mais effectivement le passage de l'an 2000 a été très douloureux pour Tim Burton. Et là où j'en suis aujourd'hui, c'est ça qui est peut-être un peu le plus triste, c'est qu'en fait, m'étant tapé pratiquement tous ces derniers films qui étaient quasiment insupportables pour moi,
quand je regarde ses premiers films, rétrospectivement, je me dis que c'était peut-être déjà problématique sous certains aspects. Et en fait, là, il s'est tellement dégradé que je me dis, mais il y avait déjà des signes annonciateurs très très tôt de la débauche et de la décadence de Tim Burton, même dans ses films que j'ai pourtant adorés, comme Édouard aux mains d'argent, comme même Batman Returns, etc. Quand je les regarde maintenant, je me dis, tiens, ça clochait peut-être déjà sur certains aspects. D'accord. Bon, j'imagine qu'on reviendra un peu là-dessus, mais ce que tu dis, finalement, ça confirme un peu ce que j'ai dit en introduction, c'est que Tim Burton, c'est un cinéaste finalement qu'on aime aduler et détester. J'ai très peu de réalisateurs comme ça qui me viennent en tête, qui pour moi représentent autant ce rapport amour-haine en fait. Pour moi, Tim Burton, c'est symptomatique de ça. Enfin, c'est vraiment un cinéaste qui représente cette dualité que j'ai, où à la fois il y a des œuvres de lui qui me passionnent, qui me bouleversent, que j'aime énormément et qui ont vraiment construit ma cinéphilie, et d'autres que je déteste au plus haut point, quoi. Et ça, je trouve que c'est assez hallucinant de retrouver ça chez un réalisateur comme lui. Pour le coup, moi, il y a un cinéaste avec lequel je le mettrais en parallèle, c'est Shyamalan. Je trouve que c'est un peu le même type de carrière où on commence avec des films qui marquent et qui sont vraiment des grandes œuvres pour moi. Et puis, après, peu à peu, tout se délite et le cinéaste finit par se caricaturer lui-même, ce qui est arrivé, je trouve, à Tim Burton. Charlotte, qu'est-ce que tu penses de Tim Burton ? Est-ce que toi aussi, tu as un rapport amour-haine comme ça avec sa filmographie ? Alors moi, ça a mal commencé avec Tim Burton. Ah ouais, ok. C'est ma mère, en fait, qui nous a proposé... Alors, il n'est pas réalisateur de ce film, mais il était quand même présent dans la conception. C'était L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et pas qu'un peu, du coup. Voilà. Et en fait, elle nous l'a montré beaucoup trop tôt. Donc, j'étais complètement traumatisée. T'as dit, c'est quoi ce machin lugubre ? Voilà, exactement. Et puis, mais c'est d'où tout... je trouve que c'est une réaction assez intéressante aussi, parce que ça veut dire que c'est pas parce que c'est de l'animé que c'est forcément disponible pour des enfants. Et donc, on a aussi cette approche un peu différente de l'animé, peut-être lugubre, sombre, mais qui parle aussi aux adultes et qui, des fois, marque aussi une frontière difficile entre le monde de l'enfance et le monde des adultes, mais qui parle au final à tout le monde. Et donc, voilà, j'ai eu ce premier contact avec Tim Burton avec L'étrange Noël de Monsieur Jack, puis après, ça a poursuivi avec Édouard aux mains d'argent, et puis j'ai absolument adoré aussi. Et puis je crois que Dark Shadows est le film dont je me rappelle rien du tout, à part que t'avais pas aimé. À part que je rigolais chez moi en train de raconter à une amie ce que je venais de voir à l'écran. Donc la rupture doit se faire pour moi au moment de Big Fish aussi. Enfin, je suis pas aussi après ou avant du coup. Au moment de Big Fish, quoi. Big Fish, c'est le dernier film que j'ai beaucoup apprécié. Big Fish 2003, si jamais. Après ça, pour toi, c'est la dégringolade, comme l'ont dit Thibaut et Thomas. Sven, quel est ton rapport, toi, avec Tim Burton ? Est-ce que ce qui t'a marqué chez Tim Burton, c'est ce qu'on évoque un petit peu aussi, c'est cet univers vraiment très singulier, en tout cas peut-être au début de sa carrière, on en débattra, mais vraiment qui posait là un univers, un vrai auteur en fait, qui amenait quelque chose de totalement différent dans le paysage cinématographique. Tim Burton, déjà, comme beaucoup d'entre vous, ça me rappelle l'enfance. Je l'ai vu déjà tout petit. J'ai été mis devant ma grand-maman. J'ai été mis par ma grand-maman devant la télé avec une cassette VHS. Avec une cassette VHS de L'étrange Noël de Mr. Jack qui a été vraiment une sorte de déclic pour moi, déjà une animation qui m'a plu directement et que je chéris en ce moment même, je pense jusqu'à la fin de ma vie. C'est que tu t'es dit j'avais jamais vu ça avant en fait. Exactement, ouais. J'avais jamais vu, et même si bien sûr c'est pas le réalisateur, ça vient de ses poèmes, c'est adapté de ses poèmes et de ses illustrations surtout. Exactement, et c'est là que j'ai remarqué aussi que la comédie musicale n'était pas aussi pourrave que ça. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup, et il m'a aussi apporté des repères en fait dans la littérature gothique, et il m'a quand même amené aussi une profonde affection pour le roman gothique et le film gothique, et toute cette période du 19e qui me plaît énormément, et comme le néo-gothique aussi. Et toutes ces choses font que j'ai une profonde admiration et une profonde affection pour ce réalisateur qui, même si bien sûr il y a ces derniers temps, à partir des années 2000, il a fait quand même quelques bouses, Dark Shadows en premier lieu. C'est un peu la bête noire de tout le monde, j'ai l'impression. Ouais, c'est un film. Charlie et la chocolaterie.
chocolaterie, moi, ça reste une expérience traumatisante au cinéma. Traumatisante. Charlie et la chocolaterie, je le mettais pas dans les expériences traumatisantes, mais c'est quelque chose qui m'a pas marqué. Donc, Mais c'est t'avais l'autre film en tête, c'est pour ça ou bien? J'avais l'autre film en tête, mais j'y allais surtout en me disant je vais voir un film de Tim Burton, quoi. Ouais. Et j'étais encore dans un certain optimisme. J'avais beaucoup aimé Big Fish, mais je me suis décomposé au fil de la projection. Moi, Vraiment, j'avais envie de vomir de la guimauve, quoi. le déclic vraiment où j'ai vraiment été complètement abasourdi, c'était avec Alice au Pays des Merveilles. J'avais trouvé vraiment décevant, très très décevant. Je m'attendais vraiment à quelque chose d'énorme. Enfin, Alice au Pays des Merveilles dans un univers gothique. Je me suis dit, waouh, ça doit être fou. Et je suis ressorti de la salle et j'étais au fond du bac. Donc là, j'ai dit, mince, Tim Burton, bye. Mais par contre, quand je l'ai vu revenir à un cinéma beaucoup plus classique, je dirais, avec Big Eyes, où, bon, bien sûr, il était porté par un excellent duo d'acteurs. Mais ce qu'il avait très peu fait quand même. Oui, hein, mais il était revenu à un certain. J'ai retrouvé des codes de Édouard Main d'Argent qui restent son chef-d'œuvre pour moi et qui m'a profondément touché. J'étais gosse, il est sorti en 92 ce film, je crois que c'est ça. C'est 90, ouais. 90. Et ce film m'a profondément marqué. Je l'ai vu très jeune, et c'est là que j'ai déjà connu déjà tout ce qui était bande originale de Danny Elfman, qui même si des fois là en ce moment on le sent qu'il est vieillissant, il nous a quand même sorti des bandes originales grâce quand même à Tim Burton. Mais dans Big Eyes, tu trouves en quoi tu retrouves Tim Burton et Edouard Main? Déjà tout bêtement dans les quartiers, tu ressens dans les quartiers ce contexte, comme par exemple dans les suburbs américaines. Les suburbs. Ouais. Avec, les banlieues pavillonnaires. Exactement. Oui, c'est vrai. Les tout banlieues à fait. pavillonnaires. Très bien. Ancien Canadien, pardon. Mais on sent aussi ce contexte. Alors lui, il est très marqué par ses visages, ses yeux. Bien sûr, on l'entend. Christoph Waltz qui joue Walter Keane, qui dit les yeux sont le miroir de l'âme. Bien sûr, c'est cliché, mais c'est quelque chose qui marque. C'est quelque chose qui marque énormément et qu'on le sent dans les récits néo-gothiques. Ce contexte toujours très onirique. Quand on regarde droit dans les yeux, on sent quand même une certaine. Il y a quand même une profondeur, un rêve qui se crée au fond de la rétine, que sais-je, avec ces couleurs qui sont presque irréelles. Et c'est vrai qu'avec Tim Burton, on se retrouve vraiment dans un milieu où avec par exemple Big Eyes, quand on la croise dans une certaine séquence où on voit. Dans ce magasin, on voit tous ces personnages. Quand Margaret Keane regarde autour d'elle, tous ces personnages fais une analyse de Big Eyes, du coup, des immenses yeux, et on tombe dans le contexte réaliste onirique. D'accord. Alors merci beaucoup. Je me suis lâché. Non, mais c'est très bien, Sven. On va entendre Robin quand même, qui ne s'est pas encore exprimé sur Tim Burton. Robin, quel est ton rapport avec ce cinéaste? Pas original pour un sou, du coup, parce que ça va être un peu comme les autres, je pense. Ça a été dans ma jeunesse avec évidemment les Batman, puisque Batman, moi, ça a été rapidement un super-héros que j'appréciais beaucoup. Donc évidemment les deux que j'ai dû voir aussi pas mal de fois. Édouard Main d'Argent, évidemment, qu'on a déjà cité. Et puis il y a eu forcément cette cassure qui m'a énervé. Du coup, j'ai laissé Tim Burton de côté, en fait, pendant un bon moment. J'en ai pas vu un paquet, en fait, justement à partir de en fait j'ai vu tous ces horreurs, genre Charlie la chocolaterie, Alice au Pays des Merveilles, Dark Shadows, puis après j'ai dit non, c'est fini. Et maintenant que j'y reviens un petit peu, c'est vrai que je revois. Moi, j'avais gardé un très bon souvenir, notamment de Sleepy Hollow. Et puis, finalement, quand je l'ai revu, je me suis dit que peut-être c'était. Donc, je rejoindrais peut-être un petit peu Thomas aussi sur finalement le fait que maintenant, on voit peut-être un peu plus grand les défauts qu'il y avait avant. Et j'ai peut-être un peu peur de revoir justement certains vieux films que je chéris de Tim Burton. Parce que j'ai un peu peur, en fait, que le mythe que je me suis construit de Tim Burton s'effondre. Parce que justement, moi, en plus, c'était dans cette période où j'écoutais du métal et tout. Donc forcément, tu vois, la période, l'univers gothique, etc. Forcément, moi, j'en écoute toujours. Moi aussi. Et moi aussi. Oui, bien sûr. Mais ça faisait partie un peu de cet univers où, on écoute du métal. Donc cet univers gothique assez sombre, Tim Burton, c'est un peu le rebelle. Et en fait, j'ai l'impression que maintenant qu'il est plus rebelle aux yeux d'Hollywood, tu l'as évoqué, il va faire un film pour Disney, c'est pas le premier, il a fait Alice au Pays des Merveilles, il a fait Dumbo, etc. Il a commencé chez Disney aussi. Oui, mais bien sûr, mais disons que maintenant qu'il est un peu plus rentré dans le moule et dans le carcan Hollywood, j'ai l'impression qu'il a perdu
sa patte de rebelle qui faisait le charme de ses premiers films. C'est très bien le point que tu soulèves parce que j'allais y venir, mais juste avant, peut-être Thomas, tu veux rebondir là-dessus. En fait, par rapport à ce que tu disais, ce que tu posais comme question tout à l'heure, Alex, quel autre cinéaste est-ce qu'on connaît, qu'on a autant adoré et qu'on déteste autant aujourd'hui ? Je pense que la raison pour laquelle Tim Burton est à ce point une anomalie avec une filmographie presque schizophrène, c'est qu'il y a peu de réalisateurs qui se sont autant trahis que lui. C'est-à-dire qu'à la base, Tim Burton, il était animateur chez Disney et il s'est barré, il a claqué la porte en disant j'en ai marre de dessiner des petits oiseaux qui chantent et puis qui parlent. Exactement. Et au final, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait exactement la même chose dans ses films depuis bientôt 20 ans et surtout, il va complètement exploiter d'une manière mercantile et presque malhonnête et facile les espèces de topoïs qui font sa filmographie et qui font qu'on a aimé Tim Burton dans les années 90 et jusqu'en 2000. Il y a une forme de commercialisation de son cinéma dont il a pu se moquer auparavant. Et du coup, c'est vraiment un mec qui s'est trahi. Tu parlais de Shyamalan. Shyamalan, je pense pas qu'il se soit autant trahi. D'ailleurs, il n'y a pas grand-chose à trahir. Il s'est simplement asséché, on dira. Oui, il s'est asséché, mais Tim Burton, il y a vraiment un côté pile face. Il y a un Dr. Jekyll, Mr. Hyde qui est... Complètement. Et si je peux juste ajouter une chose, une analyse qui, pour moi, synthétise bien le truc, c'est que, pour replacer, à la base, Burton, c'est vraiment un freak, quoi. C'est un paria c'est ce que j'allais dire, qui est un solitaire, qui est pas bien en société, qui préfère rester enfermé dans sa chambre ou dans les salles de cinéma, à écrire des poèmes. Et voilà, et c'est ce qui a fait justement toute la singularité de son cinéma. Et en fait, à partir du moment où il a été accepté et où, on pourra en parler plus en détail, mais aussi ça se voit dans ses films que finalement l'anormalité peut... et l'apostrophe, peut se réunir avec la normalité, et à partir de ce moment-là, du coup, il est rentré dans le rang finalement, et son cinéma s'est complètement vidé de ce qui faisait sa singularité. C'est ça, et du coup, il est allé chez Disney, il s'est mis à accepter aussi des grosses productions hollywoodiennes, des gros blockbusters dont il en avait absolument rien à foutre, mais il y a aussi ça, vraiment, cette ambiguïté chez cet homme, qui est à la base un dessinateur, un poète, qui est arrivé dans le cinéma par l'animation, qui a commencé ensuite à faire des films en live action, etc. On a cette dualité de cet homme qui, finalement, il le dit lui-même, il y a certains projets qu'il a acceptés alors simplement parce qu'il en avait rien à foutre. Ça, c'est déjà Batman. C'est déjà une commande. Exactement. Batman, et pourtant, il est bon sur Batman. Il y a un film dont on n'a pas parlé et qui, pour moi, reste un peu une œuvre intacte dans la filmographie de Tim Burton, même rétrospectivement, c'est Ed Wood. Ed Wood qui pêche pas par les travers et par les traits grossiers du style burtonien et qui est du coup un bel hommage à sa cinéphilie, au cinéma qu'il aime, et là il y a vraiment quelque chose de très touchant. Dans Big Eyes, on sent un peu le contexte. Il revient à Big Eyes. Non, mais dans Ed Wood, ce qui est intéressant, c'est que Big Eyes et Ed Wood, il y a 20 ans de différence. Donc il y a 20 ans entre les deux films. Dans Big Eyes, on sent l'amour pour Margaret Keane, qui a été quand même une personne qui s'est fait étouffer par son mari. Et dans Ed Wood, on sent quand même un réalisateur qui, bien sûr, a été considéré comme le plus mauvais réalisateur du monde après Uwe Boll. Un petit clin d'œil, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et qui a été moqué, alors que une génération après, il était quand même porté au nu avec des grosses guillemets, quoi. La dernière chose où je voulais vous emmener, avant que vous réagissiez à ce que Robin a dit, Robin a dit quelque chose de très intéressant sur l'univers gothique, c'est qu'en fait, pour moi, Tim Burton, c'est très personnel ce que je vais dire, mais c'est vraiment un cinéaste de mon adolescence, en fait. C'est-à-dire que tous les thèmes qu'il aborde avec le côté rejeté, le côté freaks, la différence, l'intolérance du milieu des adultes, etc., ce grand enfant qui se sent un petit peu rejeté, finalement, ça touche vraiment un adolescent. Et moi, en tant qu'adolescent, c'est vraiment découvrir son cinéma, découvrir ce côté sombre où il y avait cet homme qui commençait à nous dire finalement, que ce soit L'étrange Noël de Monsieur Jack, ou bien Les Noces funèbres, ou bien Sleepy Hollow, etc., avec finalement, par les ténèbres, on peut trouver beaucoup plus de choses bien plus belles que ce que peut nous apporter le monde des adultes. En fait, l'adolescent qui était en moi, ça m'a complètement parlé. Sweeney Todd aussi, parce que c'était cette période-là. Enfin, je ne sais pas si vous aussi, c'était symptomatique de cet éveil adolescent ou pas, avec cet univers sombre et gothique.
Alors Sweeney Todd non, mais pour le coup, ouais, effectivement, je pense qu'il y a quelque chose qui inévitablement, a quand même de fortes chances de parler à tout adolescent qui passe par justement un état où justement il se cherche et où on a l'impression d'être à l'écart et pas comme les autres. Et fatalement, ces thématiques-là, je pense que ça touche quand on est ado. Après, quand on grandit, on voit au-delà et justement, par exemple, un Sweeney Todd ne passe plus. Exactement. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose avant qu'on passe au film Juste, dont je on va voudrais parler, répondre à Sven. Charlotte? À la différence, Parle-nous pas de Big Big Eyes. Eyes. Non, s'il te plaît. Non, mais on pour arrête avec reprendre Big Eyes. avec Ed Wood, parce qu'il faisait le parallèle avec Ed Wood et Big Eyes, je suis désolée. Mais là où Ed Wood fonctionne, c'est que c'est un film qui s'appelle Ed Wood et qui parle d'Ed Wood, et on a un film sur Ed Wood. Big Eyes, c'est un film qui est soi-disant sur une artiste, et au final, on se souvient de quoi de ce film de Christopher Waltz qui court partout. Non, mais c'est faux. vrai. Je veux dire, au final, c'est le jeu d'acteur de Waltz qui surgit. C'est pas cette Non, mais maladie. on n'est pas là, Donc, du coup, pour parler tout de ça pour de dire Big Eyes. que Ed Wood est mieux que. Non, mais alors, Ed Wood est mieux que Big Eyes. D'accord, j'arrête. Donc on Mais- arrête sur Big Eyes. Mais Charlotte, sur ce côté adolescent, est-ce que toi aussi, c'est un univers justement qui t'a parlé à toi, adolescente, ou pas? Mais étonnamment, Est-ce que c'est ça qui t'a plu? Non, Qu'est-ce mais qui t'a je vais plu en être fait tout chez à Tim fait Burton? honnête avec vous. En fait, j'ai apprécié énormément Tim Burton, mais je pense qu'il a pas eu parce que je me rends compte que il a touché toute une génération, et je pense qu'il va continuer encore à toucher des générations pour les gens qui vont revoir ses premiers films. Mais moi, c'est pas que je suis passée à côté parce que je les ai tous vus, mais disons que c'était pas un. Peut-être que j'ai vu cette espèce j'ai ressenti cette implication du public pour ces films autour de moi, et puis des gens qui commençaient à mettre des pins en forme à s'habiller, Jack Skellington, voilà, de puis à s'habiller en L'étrange gothique Noël, oui. et tout ça. Puis en fait, au lieu de me rapprocher du réalisateur, ça m'a éloignée D'accord. de lui. Et- Non, vas-y Thomas. Moi, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que j'aimais ces films et j'avais envie de tarter les groupies de Tim Burton qui commençaient à porter les sacs de l'étrange Noël Mais de Monsieur arrête, Jack. arrête. Oui, Moi, je suis d'accord. j'adore Tim Burton. Il a vraiment un imaginaire personnel. Et en fait, assez Mais rapide. ce qui est vrai. Oui, mais sauf que Tim Burton, c'est aussi une porte d'entrée vers un autre, vers l'origine, vers ce qui a inspiré Tim Burton, c'est-à-dire le cinéma gothique, les films de la Hammer, etc. Stephen King. Ça m'agaçait de voir les Il y a- gens il y a un- s'arrêter à il y a- Tim il y a- Burton. il y a un vrai travail littéraire qui est derrière. Il y a un immense héritage littéraire. Et puis que ces groupies, malheureusement, comme dit si bien, moi aussi ça me tend. Parce que le samedi, quand on était à Lausanne, on les voyait avec leurs sacs là. Et puis elles traînaient sur la place de l'Europe là. Non, c'était insupportable. Je suis d'accord. Non, mais on a. Finalement, ça se résume à Oui, ça. mais c'est enfin, le problème, c'est à qu'il a Jack, été, il a et puis- été vulgarisé par ces nanas qui comprenaient pas en fait par quoi ils voulaient passer. On va arrêter. Ces gars et ces nanas, pardon. Sven, on va arrêter ici. Merci beaucoup. On a compris. Donc Sven adore Big Eyes et déteste donc les jeunes gothiques de la place de l'Europe. On va parler maintenant vraiment précisément des 6 films que j'ai évoqués au tout début. Je vous ai pas dit les titres encore, mais on va parler de 6 films marquants de la filmographie de Tim Burton. On a dit ses débuts dans les années 80 chez Disney. Il a commencé à faire des travaux notamment d'illustrateur. Il était impliqué sur le projet Taram et le chaudron magique. On l'a jeté, on lui a dit non mais écoute, tu restes chez nous, on veut bien te payer à faire tes conneries, mais nous tes trucs c'est trop sombre pour nous, etc. Il a fini par claquer la porte. Il a bossé sur Rox et Rookie aussi. Il a bossé sur Rox et Notons-le. Rookie, c'est juste. Et puis à côté, il développait ses courts-métrages, Vincent, Frankenweenie, etc., avec son univers un petit peu dark, inspiré de Stephen King et autres. Et puis après s'être lancé dans les longs-métrages en live-action, avec Pee-wee, ensuite avec son gros succès Beetlejuice, arrive en 1990 un film très très important. Sven l'a dit, pour toi, c'est le chef-d'œuvre de Tim Burton. Pour beaucoup de gens, je pense aussi. Il s'agit d'Edward aux mains d'argent. C'est Thomas qui va nous en parler. Edward aux mains d'argent, c'est un film important parce que finalement, c'est peut-être le point culminant de Burton où il réunit finalement toutes les thématiques qu'il continuera à développer et recycler par la suite, et où il atteint peut-être ce qui lui ressemble le mieux, et ce qui est son film qui reste encore aujourd'hui peut-être son film le plus personnel.
Ouais, c'est-à-dire que c'est une histoire de conjecture. À un moment donné, Tim Burton est au sommet de son inspiration personnelle. Johnny Depp n'est pas encore devenu insupportable et il est très bon. Danny Elfman livre aussi une BO qui est excellente. Winona Ryder, c'est peut-être aussi un de ses meilleurs rôles. Première collaboration Johnny Depp-Tim Burton, il me semble. Exactement. Édouard de Main d'Argent. Ouais. Et du coup, on obtient... Oui. Bah si. Merci Sven. Oui, pardon. Non, la première collaboration, c'est pas Big Eyes. Pardon, je me suis trompé d'une année. Oui, c'est effectivement la première collaboration avec Johnny Depp qui va, ça va être un des célèbres duos réalisateur-acteur de l'histoire du cinéma. Mais vraiment, c'est un film, c'est le film presque déjà somme pour Tim Burton par rapport à son imaginaire. Moi, c'est un film que j'ai toujours beaucoup apprécié, mais j'ai rarement réussi à m'impliquer émotionnellement dans le film. C'est-à-dire qu'il y a ce côté factice, il y a ce côté carton-pâte de sa critique des banlieues pavillonnaires, etc., où je trouve qu'il y a quelque chose de très surligné, il y a quelque chose de touche au burlesque aussi. Ouais, et puis il y a un aspect satirique. Il y a un aspect complètement satirique, il y a un côté presque expressionniste aussi dans ce qu'il veut dénoncer. Alors, c'est magnifique, c'est vraiment la réunion de grands talents à leur sommet. Il n'empêche que c'est un film que, quand je l'ai revu tout dernièrement, je trouve qu'il y a déjà quelques aspects, moi, qui me dérangent. C'est-à-dire qu'il y a ce côté revanchard de Tim Burton qui est aussi extrêmement appuyé dans le film, c'est-à-dire qu'on a ce personnage qui a un original et face à cet original, on n'a que des abrutis. Et il y a même des parcours de personnages que je comprends pas. Par exemple, Peg, cette vendeuse de produits de beauté qui découvre Edward la première et qui se lie d'amitié avec lui, elle en a plus rien à carrer dès le moment où la société le rejette. Et il y a comme ça beaucoup d'éléments qui me font dire que c'est vraiment, d'ailleurs lui-même le dit en interview, il le disait à l'époque, Tim Burton, il comprenait pas pourquoi à l'époque les jeunes filles, les jolies filles étaient toujours avec les losers, avec les beaufs quoi en gros, alors que lui il était les sportifs, et c'est quelque chose qu'on ressent dans le film, c'est-à-dire que il va vraiment se poser comme unique représentant d'un imaginaire intéressant et original, d'une poésie un peu gothique, un peu sombre, et face à ça, on n'a que des beaufs. On a vraiment que des beaufs qui sont soit des chrétiens débiles, qui sont soit des Américains complètement idiots qui jurent que par le baseball. Et du coup, je trouve qu'il y a une posture un peu revancharde que je trouve pas dans un film comme Ed Wood ou Batman le défi. Ce qu'il y a dans Édouard de Main d'Argent aussi, quand tu parles de ça, ce côté revanchard, beauf, etc., je trouve qu'il y a dans l'esthétique et puis dans la manière justement de caricaturer les personnages, c'est un film qui appartient totalement à sa décennie en fait, qui est à l'aube des années 90 et puis qui pour moi vraiment représente toute une manière de représenter l'Amérique qui sera faite ensuite dans les années 90, d'où peut-être l'importance on de sent ce déjà film. une distance presque méta avec le cinéma de Spielberg qui représentait aussi beaucoup ses banlieues, etc., mais là où il y a quelque chose de presque métaphorique par rapport au traitement de ces lieux-là. Juste une chose, la PEG, la celle qui vend les produits de beauté, elle le rejette pas aussitôt que la société le rejette. Elle le rejette parce que lui-même la rejette. Quand elle essaye quand elle se dénude et puis elle veut en gros coucher avec lui c'est pas le même personnage. Là, tu parles de la nympho. Ah oui, c'est vrai. La nympho qui veut se le taper. Toi, et qui effectivement, d'ailleurs, c'est très drôle en le revoyant, ça m'a fait penser à l'affaire Weinstein. Mais alors celles qui vont celles qui vendent les produits de beauté, c'est sa mère d'accueil. Oui, exactement. Mais elle le rejette pas finalement. Quand même, elle va. Alors elle va pas le rechercher. Il n'y a pas d'effort pour essayer de le réintégrer dès le moment où il fuit. Ouais, mais elle l'abandonne assez vite. Mais justement, pour le coup, non. je suis pas tout à fait d'accord avec l'aspect. Il y a ce héros qui est particulier et tous les autres sont des débiles en face. Enfin, ça me paraît quand même un peu plus subtil que ça. C'est-à-dire que par exemple, le personnage de Peg, la mère de famille, justement, est bienveillante avec Edward, elle l'accueille, mais on montre en même temps qu'elle est elle-même victime du système et qu'elle est finalement pas plus accueillante que tous les autres voisins qui médisent les commères, tout ça. Il y a aussi le personnage de Winona Ryder qu'elle est complètement qui commence par le d'imaginaire. rejeter complètement et qui s'avère un peu plus complexe que ça au final. Donc derrière la satire, pour moi, il y a quand même un truc un peu plus compliqué que ça. Donc finalement, à ce que je comprends, Thomas, grand film au sommet pour Tim Burton et ses collaborateurs, mais finalement tu y as trouvé quelques surtout défauts. qu'en fait, il dénonce un certain consumérisme dont il va user plus tard avec ce qu'il fait dans Édouard aux Mains d'Argent. Ouais, donc c'est-à-dire le revoir aujourd'hui, ça fait... Voilà quoi, mais mec, ce que tu dénonces, tu l'as fait quoi. Ouais. Et donc ça perd en cohérence. Alors bien sûr que c'est un jugement anachronique de le faire aujourd'hui, mais
a posteriori, je trouve qu'il y a une certaine ironie en Ouais. fait dans ce que Tim Burton va faire plus tard. Sven qui disait c'est le chef-d'œuvre de Tim Burton. En quoi ce film est important dans sa carrière? Ben, d'un point de vue déjà, je pense, moi j'ai toujours en tête la bande originale de Danny Elfman qui me suit encore sur ma Ça playlist. c'est sûr. Ouais. Et surtout, j'ai découvert quand même, c'est le deuxième film que j'ai vu de Burton. Et c'est vrai que j'ai découvert un réalisateur qui se laissait capturer par certaines envolées. Enfin, il était. Il y a quelque chose de très poétique c'est déjà. c'est un gros poète. Enfin, un gros poète. Un grand poète. C'est un poète. Il laisse vraiment une marge de manœuvre à ses acteurs. Je trouve que dans la direction, elle est très poignante, elle est douce. Je trouve que derrière quand même la critique sociale, la satire sociale, il y a une véritable douceur, une présentation, une critique de la société, mais sous une je sais pas le mon terme en tête, mais j'arrive pas. Oui. Non, mais ce que tu veux dire, c'est qu'on retrouve déjà vraiment toute la poésie de Tim Burton. Robin? Toute sa poésie et toute sa manière ensuite de faire. Pour moi, c'est aussi son chef-d'œuvre. Et pour être tout à fait honnête, j'essaie, quand je parlais des films que je n'osais pas revoir de Tim Burton, Édouard aux mains d'argent en faisait partie. C'est-à-dire que pour cette émission, j'ai pas voulu voir Édouard aux mains d'argent parce que j'avais peur de me détruire le mythe que je m'étais fait autour de ce film. Mais effectivement, c'est tout ce qui va poser sa base. Ça va être, ils en ont tous parlé autour de la table, mais Johnny Depp, ou Danny Elfman qui a fait quasiment tous ses films après, tous ces thèmes musicaux ensuite. Et puis tous les thèmes qu'on va retrouver par la suite. Du coup, je fais juste un saut, et on en reparlera peut-être après, mais j'ai vu Big Fish pour cette émission, et tu vois aussi là, en termes de suburbs, comme on disait, donc redis-moi ça, les banlieues pavillonnées. Tu vois, de la même manière, avec les couleurs, avec la disposition, etc., on voit qu'il va vraiment réutiliser tout ça, et je pense que c'est la pierre fondatrice de son cinéma par la suite. Et quand on parle ensuite de caricature de lui-même, c'est justement quand il va utiliser ça beaucoup trop sur les films d'après. On aura l'occasion d'en reparler. Charlotte? Juste sur Édouard aux mains d'argent, une chose qu'on n'a pas dite et je pense qui est importante, c'est que c'est aussi un film, durant ses premières années, qui est cinématographiquement intéressant. Il y a une réflexion sur le cinéma. Enfin, je veux dire, on a cette dichotomie entre couleur et noir et blanc avec Édouard aux mains d'argent. On peut aussi imaginer que c'est un film qui parle de cette rencontre des films en noir et blanc, de la couleur, comment ça s'inscrit dans un univers purement américain. Et puis autre chose, c'est qu'aussi tout ce monde d'Edouard, c'est aussi pour moi, en tout cas quand je l'ai revu pour aujourd'hui, ça m'a presque sauté aux yeux, c'est l'expressionnisme allemand à fond, quoi. Mm-hmm. Et puis c'est cette rencontre justement de ces réalisateurs expressionnistes allemands qui sont arrivés aux États-Unis, qui ont amené cette espèce d'esthétique particulière, et Tim Burton s'en est clairement inspiré, ça se voit, on a l'impression de voir des décors de Caligari. Donc je pense que c'est aussi ça qui manque par la suite. C'est une réflexion purement cinématographique de l'image et qu'on retrouvait qui manque après. Ouais. On va passer, si vous le voulez bien, au prochain film qu'on a choisi pour analyser la carrière et la filmographie donc de Tim Burton. C'est avec toi, Thibaut. On va aller justement dans le film de super-héros. Il y a eu d'abord le premier Batman avec Michael Keaton, Jack Nicholson en Joker, et c'était donc, comme on l'a dit au tout début, un film de commande où Tim Burton s'est lancé dans ce projet. Il a reçu énormément de critiques, les gens ne voulaient pas que ce soit lui, parce qu'après Beetlejuice et cet univers un petit peu dark et loufoque aussi, on se disait mais qu'est-ce qu'il vient foutre là-dedans. Ça a mis énormément de pression, gros budget, et pourtant énorme carton. Et ensuite, ça a donné cette suite, Batman Returns ou Batman le défi, magnifique en titre français. 1992, donc avec toujours Michael Keaton et puis le méchant du pingouin Danny DeVito et Michelle Pfeiffer en Catwoman, qui est peut-être l'un de ses meilleurs films aussi, et peut-être l'un des meilleurs films de super-héros. Absolument. Très clairement, ce qu'il faut déjà reposer, c'est que le premier Batman, effectivement, ça a été compliqué à imposer tout ça, parce que c'est un film qui intervient quand même comme une rupture, parce que la dernière fois que Batman est apparu sur grand écran, c'était quand même le film adapté de la série des années 60, qui était ouvertement kitsch et complètement barré. Et là, du coup, on arrive avec une version
qui s'inspire justement des comics qui se faisaient à l'époque, notamment ceux écrits par Frank Miller et Alan Moore, et qui propose une version plus sérieuse, plus sombre et violente, comme on le présente parfois un petit peu caricaturalement, mais effectivement, ça proposait une nouvelle version de Batman qu'on n'avait pas vue depuis un moment, en tout cas sur le grand écran, et ça a été effectivement un carton atomique. Ce qui a fait que pour cette suite, du coup, la Warner a tout simplement filé carte blanche en fait à Burton. Fais ce que tu veux, alors que justement sur le premier film, ils étaient quand même très dirigistes sur le plateau, ce qui a fait que Burton a quand même accumulé certaines frustrations qu'il a complètement fait péter dans cette suite, et je pense que les exécutifs de la Warner ont dû un petit peu se mordre les doigts de lui avoir laissé carte blanche, puisque du coup il va complètement se réapproprier l'univers de Batman, il en fait un vrai film de monstre. C'est pas pour rien que les 3 protagonistes du film sont tous des personnages de Batman qui renvoient à des animaux, évidemment Batman, le Pingouin, Catwoman, et justement c'est un film qui va travailler sur l'animalité, sur la dualité. Là on fait du Pingouin un vrai personnage tragique, c'est carrément un être difforme qui est abandonné par ses parents, avec aussi des références bibliques, puisqu'on voit son berceau qui est porté par le courant. À la fin, il veut tuer tous les premiers fils de Gotham, et on en fait vraiment une vraie figure tragique. À côté de ça, on a le personnage de Catwoman qui est juste la meilleure incarnation du personnage, tout support confondu, qu'on n'a jamais vu. Enfin, Michelle Pfeiffer est absolument dingue, et qui est aussi là un des trucs les plus extrêmes du film, parce que c'est quand même un personnage qui passe de la petite secrétaire brimée à la dominatrice sadomaso. Et ça fait que justement c'est un des trucs qui a posé problème au film, puisque là aussi il y a eu un bon succès, mais il s'est fait défoncer par beaucoup de critiques, et il s'est fait tomber dessus par énormément d'associations de parents. Oulala, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces connotations sexuelles, cette violence? McDo a eu énormément de problèmes, justement, a subi des pressions pour qu'il retire les Happy Meal de Batman. Comment osez-vous proposer des jouets d'un film pareil à nos enfants? Et donc vraiment, ça a été, je pense, un des films sur lequel Burton a subi le plus de backlash, aussi du côté des fans, parce qu'on accuse beaucoup ce film de négliger le personnage de Batman, alors qu'au contraire, moi je trouve que même s'il apparaît assez peu de temps à l'écran et qu'on voit effectivement beaucoup les méchants, c'est justement à travers les personnages des méchants qu'on travaille aussi ces personnages, qu'on met en évidence sa dualité et sa propre animalité, finalement sa propre monstruosité, et c'est vraiment une réappropriation complète de l'univers de Batman par Burton, et c'est un grand film de monstres et bêtement un grand film de super-héros, parce qu'à travers cette idée de la monstruosité, on travaille aussi la question du super-héros. Donc vraiment, pour moi, c'est une des meilleures adaptations de Batman et aussi un des meilleurs films de Burton. Thomas ? Et je trouve qu'on ne retrouve pas du tout ce côté revanchard dans Batman Returns que j'évoquais tout à l'heure par Edouard Romain d'Argent, parce qu'en fait, c'est un projet qui ne vient pas d'une histoire originale. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a un support qui ne dépend pas de Burton à la base, et du coup, il se met peut-être un peu entre parenthèses pendant un moment, même s'il exprime énormément sa personnalité artistique. Oui, et au final, ça raconte quand même un propos assez semblable à celui d'Edouard Romain d'Argent, c'est-à-dire que les freaks, finalement, arriveront jamais à s'intégrer. Tout à fait, mais la caricature rejetés. de ce qui est en face des freaks n'est pas du tout la même que dans Edouard Romain d'Argent. Et tu as des personnages comme Catwoman qui ont un autre imaginaire que celui de Batman, et qui sont pas forcément des personnages absolument négatifs. Et c'est un chef-d'œuvre gothique, Batman Returns. Pour moi, Danny Elfman n'a jamais fait une plus belle bande originale. Rien que tu t'évoquais la scène avec le berceau du pingouin, c'est une des plus belles scènes d'ouverture, séquences d'ouverture du cinéma. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'hyper marquant en termes visuels, en termes musicaux. C'est vraiment une grande cathédrale gothique que je trouve hallucinante. Et c'est un vrai travail d'adaptation, comme on n'en a plus jamais vu par rapport à la bande dessinée américaine. Oui, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans ce Batman, c'est que pour l'avoir revu, ça faisait bien 10 ans que je ne l'avais pas vu, c'est les dialogues. Une vraie épaisseur des dialogues. J'ai jamais vu de tels dialogues dans un film de super-héros. Si je prends par exemple Captain Marvel, alors je peux vous dire qu'on a à 20 milieux. Hein. Oui, tu compares le caviar et puis. Ah mais là j'ai découvert c'était une telle fluidité dans les dialogues, une douceur. Et c'était magnifiquement écrit. Le personnage de Christopher Walken, Lee, à ce moment-là, il a
une telle épaisseur au niveau, comme il parle, tous les dialogues, tous ces dialogues, toutes ces paroles, il y a des rimes, c'est magnifique. Franchement, pour ça, je n'avais jamais remarqué. Et vraiment, c'est dans beaucoup de ces films, je pense à Ed Wood aussi, ou je pense aussi dans Edouard aux mains d'argent, il y a une telle faculté dans les dialogues, dans l'écriture des dialogues qui m'impressionne énormément. Et c'est un film très important pour Burton, Batman le défi, Batman Returns, puisque justement, là, il peut avoir un énorme budget et une confiance totale des producteurs qui lui permettent de s'exprimer, de faire ce qu'il veut, parce que franchement, le tournage du premier Batman, c'était un enfer pour lui. C'est-à-dire que les producteurs venaient, je crois, quasiment tous les jours à un certain moment pour surveiller ce qu'il faisait, pour réécrire en plus le scénario chaque jour, et Burton se retrouvait là, des fois, à tourner des scènes où il disait aux acteurs, à ce qui paraît, faut que tu fasses ça maintenant, mais je sais pas pourquoi. Voilà. Il faut le tourner. C'est vraiment des anecdotes. Ce premier Batman, parce qu'il a des allures comiques aussi. Ouais. On a ce Batman, on a l'impression que son costume est beaucoup trop encombrant pour lui. Et c'est toujours un problème dans le deuxième d'ailleurs. Il peut pas bouger la tête. Bon, mais c'est moins visible. Là, c'est vraiment tout le corps qui se meut. En tout cas, Batman le défi, c'est vrai, donc un grand film de Burton et toujours un grand film de super-héros. C'est donc sorti en 1992. Il y aura quelques films après ça, notamment Ed Wood. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Mars Attack. Voilà, on y vient. Mars Attack en 1996 avec toi, Charlotte. Donc où là, alors là, Burton, totale confiance en lui. On y va, on se lâche, on a les studios avec nous. Là, Warner qui lui fait confiance, et puis on peut s'attaquer au registre comique, science-fiction, et même puis avec un petit clin d'œil à Ed Wood, justement, parce qu'on a dit de ce film que c'était une citation à Plan 9 Outer Space de Ed Wood. Donc même ça, tu vois, il reste un peu dans son univers. Donc il se lâche complètement, c'est le mot. Ouais. Je pense. Et donc, donc vas-y, Mars Attacks, pour toi, c'est le film que tu as choisi, pourquoi ? Alors après, encore une fois, moi c'est ma soirée d'honnêteté totale. Vas-y, Charlotte. Tout le monde avait choisi déjà son film quand j'ai dû choisir le mien. Et tu te dis merde, il me reste quoi ? Bon, Mars Big Attacks. Eyes. J'étais à l'œil, fais gaffe. Non, mais si tu l'as choisi, il y a bien une raison. Non, mais après je me suis dit je peux pas ne pas parler de Mars Attack. Enfin, personnellement, alors Mars Attack, il a vraiment marqué mon enfance. Je pense que je l'ai vu, je l'ai adoré. Je me souviens, je trouvais ça génial. Il a donc, pour rappel à nos chers auditeurs, c'est une histoire d'une invasion extraterrestre sur Terre, sur un mode comique et décalé. Complètement. On parlait de satire avant, c'en est une également. On ridiculise les valeurs américaines et le American Way of Life. On a une quantité d'acteurs et de stars hallucinantes. Juste pour en citer quelques-uns, Jack Nicholson, Glenn Close, Natalie Portman, Pierce Brosnan. Moi, je l'ai revu encore pour aujourd'hui. Je regardais le générique, j'étais il joue dedans, c'est vrai. Lui aussi. Tom Jones. Il a même chanté. D'ailleurs, on a aussi une petite allusion à Tom Jones dans Edouard aux mains d'argent. J'ai fait le lien. Danny DeVito, Martin Short, Sarah Jessica Parker, Michael J. Fox, Tom Jones, Jack Black. Oui, et puis la femme, l'ex-compagne, l'ex-ex-compagne de Tim Burton. Bonham Carter qui est... Non, avant Helena Bonham Carter. Ouais, celle qui a... Lisa Marie. Ouais. Et donc on a vraiment une sorte de film choral qui joue sur une multiplicité de personnages hallucinante. Et on a aussi une petite critique passagère que j'ai trouvée pas mal avec, mais c'est pas ce sur quoi je vais m'arrêter en long et en large. Non, mais je vais faire pas longtemps. Non, mais... Tu vas faire long ou pas longtemps ? On sait pas. Où on a justement les humains qui sont plutôt accueillants, chaleureux. Ces personnes qui viennent de l'espace doivent être beaucoup plus évoluées que nous, intelligentes, vu la technologie qu'ils ont et qu'ils possèdent par rapport à nous. Donc je trouve intéressant, rétrospectivement parlant, avec ce qui se passe aujourd'hui, avec toute cette technologie qui nous entoure, ça ne nous rend pas plus intelligents. Non, en fait, j'ai vraiment revu ce film en me disant d'abord, mon Dieu, comment je vais pouvoir l'aborder, parce que il est tellement explosif et tellement fou, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être pas que je m'attarde sur le scénario
à proprement parler, mais plutôt sur voilà, qui c'est qu'on tue et qui c'est qu'on tue pas. Et donc j'ai fait un petit tableau que Un body count. que vous ne voyez pas, vous qui vous nous écoutez, où j'ai un peu souligné les gens qui mouraient et les gens qui restaient en vie. On se réjouit. Alors effectivement, on le voit, c'est très coloré. Il y a Mais les oui, petits- ce qui est vert, c'est les gens qui restent en vie, et ce qui est rouge, c'est les gens qui meurent. Et en fait, Quelle je me élève suis- studieuse. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était en fait une approche presque moralistique. Attention, parce qu'au final, tous les gens qui meurent sont des gens qui sont responsables d'un péché capital. Ouf. Et ouais. Donc on a l'envie, l'orgueil, l'avarice, la paresse, la luxure, tous y meurent. Et au final, exactement. Et au final, ceux qui restent en vie, ce sont les gentils, les innocents, les non-jugeants, et c'est d'ailleurs comme ça que la Terre est sauvée, grâce à une innocente non-jugeante qui a l'Alzheimer, donc vraiment qui est incapable de méchanceté. Il rajoute peut-être un 8e péché capital, qui est la bêtise. Je pense qu'elle est très présente. Mais donc au final, on a ça. Ceux qui survivent sont ceux qui ont des valeurs éducatives, qui se sacrifient pour les autres, qui sont solidaires. On a ceux qui ont un éveil spirituel, qui vont au-delà de ce qui est juste sous leur nez. Voilà. Là encore aussi, c'est ceux qu'on rejette. C'est la vieille grand-mère qui est placée dans un hospice, c'est le Oui, fils aussi, ouais. un petit peu Exactement, faiblard qui est rejeté par sa famille. C'est- Même la fille du président, c'est des Tim qui Burton est qui finalement, survivent en fait. ouais, qui est complètement indifférente à ce qui l'entoure, et puis qui est pas écoutée, qui est toujours tout seul dans sa chambre. Donc clairement, ouais. Donc en fait, ce qu'on constate avec ton magnifique tableau et avec ce qu'on a dit sur Édouard Romain d'Argent avant, c'est que le cinéma de Tim Burton, c'est un cinéma de fragile rancunier, quoi. Oh là là, mais ça y est, quoi. C'est bon, tu te lâches, tu t'es chauffé, t'as attendu 45 minutes, puis là Non, mais c'est bon, quoi. On retrouve quand même toujours ça, c'est-à-dire moi j'ai subi, moi j'étais celui Bah dont oui. on se foutait de la gueule Bah, à bien l'école. Attention Thomas, Bah. parce que le scénario n'a pas été écrit par Tim Burton. Il est réalisateur, il n'est pas scénariste. Et en plus, c'est à nouveau un magnifique headshot qui est causé par des ondes, Oui. qui est absolument dantesque. Donc Ah oui. c'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est un film assez important aussi, parce que c'est vraiment un film de sa carrière où il se permet tout, quoi. Et puis il y va et tu sens vraiment qu'il se lâche, qu'il a les pouvoirs là-dessus, et qu'il s'est dit, bon, allez les copains, on va bien se marrer. Je voulais juste terminer sur le fait qu'on a quand même un flou artistique qui est fait entre Pierce Brosnan et Sarah Jessica Parker. Étant donné qu'ils ne sont ni tués de la main des Martiens, ni véritablement abandonnés des humains. Et j'ai un peu regardé, c'est intéressant parce que, alors je sais pas, c'est purement fantasque ce que je m'apprête à dire, mais donc Mars Attack sort en 96. Tim Burton s'est inspiré de cartes à jouer de 1962, donc c'est vrai que quand on regarde les graphiques et les images, c'est la même chose. Et en fait, en 90, c'est le plein succès pour Pierce Brosnan avec James Bond. Donc c'est aussi le beau gosse Ouais. auquel on n'ose pas toucher. C'est son visage qui est important. Sarah Jessica Parker, pareil, elle est à 2 ans de décrocher son rôle dans Sex and the City. Donc c'est des stars montantes du cinéma, si on veut, ou en pleine apogée. Et donc on a ces 2 personnes qui sont embarquées et kidnappées par les Martiens, dont sur lesquelles on va faire des expériences. On va leur couper la tête. On va greffer la tête de Sarah Jessica Parker sur le corps de son chien. Et au final, ces 2 personnages vont subir un peu les aléas du film, vont se laisser porter par les décisions des Martiens, et vont survivre dans cet état ou jusqu'à un certain point, parce que l'amour triomphe toujours. C'est beau. Et c'est ça C'est aussi, magnifique. Tom Jones, s'il est survie, c'est qu'il chante l'amour. Merci Tom Jones. Et merci Charlotte. Donc Mars Attacks, un autre film de Tim Burton assez marquant. On va passer dans un tout autre registre maintenant, celui du registre gothique, un film beaucoup plus sombre où les têtes tombent et sont coupées les unes après les autres. Il s'agit de Sleepy Hollow, le retour donc de Johnny Depp après Ed Wood, avec Tim Burton. C'est en 1999, Sleepy Hollow. C'est toi, Robin, qui va nous en parler. Bah ouais, parce que c'est pas impossible que ce soit le premier film de Tim Burton que j'ai vu, et c'est probablement celui que j'ai le plus vu, en tout cas
gamin, je pense, avec Batman probablement. Et donc effectivement, donc c'est Tim Burton qui revient, donc c'est librement adapté d'une nouvelle, hein, donc la légende du cavalier sans tête. Donc ça raconte l'histoire de notre ami Johnny Depp. Qui est un inspecteur de police à New York et qui aimerait imposer des règles un peu plus scientifiques, notamment dans lors la détermination d'un coupable ou non. Et puis pour ce faire, il a envoyé du coup à Sleepy Hollow, une petite ville un peu reculée, pour résoudre un mystère où en fait des membres du village se font décapiter les uns après les autres. J'en avais un souvenir assez chouette, notamment de la photo qui m'avait vraiment marqué déjà à l'époque. En le revoyant pour ça, du coup, c'est vrai, avec le regard aussi de fouiller un petit peu plus que quand t'as 12-13 ans, en fait, c'est Emmanuel Lubezki qui fait la photo, donc c'est Song to Song récemment, c'est The Revenant, c'est le seul point positif du film, c'est Birdman, c'est Tree of Life. Les films de Quaron. Les films de Quaron, Gravity, etc. Donc ça pose déjà les bases. Donc effectivement, visuellement, c'est absolument magnifique. Et puis après, c'est vrai que le scénario, en fait, rapidement dans les grandes lignes, on le connaît. Hein, c'est donc un cavalier sans tête qui revient la nuit pour décapiter des gens et puis prendre les têtes. Le problème, c'est peut-être aussi un petit peu du coup le scénario en fait du film qui est vu qu'il est librement adapté en fait de la nouvelle, il prend des choix, puis des fois il essaye de raccrocher un petit peu les wagons. Et des fois, ça marche pas du tout. Et il y a vraiment des passages qui sont un peu surréalistes. Typiquement, on l'a compris. Donc, Johnny Depp joue vraiment le rôle du policier scientifique qui donc vraiment envie de prouver vraiment scientifiquement l'identité du tueur, par exemple. Donc tout le début, il nous fait tout un speech comme quoi c'est pas possible qu'il y ait un spectre qui revienne la nuit, etc. Et puis en 4 secondes, en gros, quand il découvre là la fameuse tombe en fait du cavalier sans tête, donc à partir du moment où il a la preuve de l'existence qu'il est là, il switch. Ah d'accord, alors ça doit être une porte entre deux mondes qui permettent au... Tu vois, moi c'est ça qui m'a perturbé en fait en revoyant le film, c'est que je trouve qu'il a des incohérences comme ça qui arrivent des fois en mode il faut qu'on avance. Alors tu vois le gamin qui perd son père, il pleure même pas. Ouais, allez, prenez-moi, je vais être votre serviteur et tout. Enfin et du coup il y a je trouve en termes purement du scénario quelque chose qui se colle pas très bien, mais le film dégage quelque chose de par évidemment sa qualité visuelle, dégage quelque chose d'assez intéressant quand même, comme tu dis, vraiment d'un point de vue gothique, vraiment d'un imaginaire très burtonien pour le coup, ça c'est clair, et assez romantique aussi d'une certaine manière. C'est assez intéressant, mais c'est vrai que j'avais peut-être un meilleur souvenir du film, parce que quand je l'ai revu, j'ai vu peut-être ces incohérences, ces trucs, c'est finalement ce qu'on disait avec un peu de recul, qu'on revoit un peu plus peut-être les défauts déjà apparents. Effectivement, une écriture peut-être un peu grosse avec des gros sabots, etc. C'est drôle parce que ces incohérences, c'est quelque chose qui vraiment que Burton ne supporte pas depuis le début de sa carrière. Dès qu'on le rend attentif à ce genre de choses, par exemple dans Édouard aux mains d'argent, d'où vient la glace, il pète un câble. En interview, il fallait absolument pas lui demander mais d'où vient la glace que va sculpter Edouard avec ses mains, quoi. Et c'est pour Sleepy Hollow, c'était la même chose. Il faut pas le rendre attentif aux incohérences de ses films parce que c'est des sujets qu'il veut juste pas aborder. Alors c'est pas des grosses incohérences qui sortent complètement du film, mais c'est vrai que petit à petit, ça fait 40 minutes que le type te dit c'est pas possible, ça existe pas, les spectres existent pas, puis en 10 secondes le mec vrille complètement. Ah ouais, d'accord, ok, c'est bon. Ces incohérences font partie intégrante de la littérature néo-gothique. C'est pour ça qu'il ne faut pas lui poser la question. C'est qu'il y a un côté très onirique et réaliste où la frontière, elle est chez Mary Shelley, il n'y a aucune incohérence dans Frankenstein, quoi. Alors non, mais Mary Shelley, là, on parle d'un chef-d'œuvre. Là, on va parler de Sleepy Hollow et pas parler de Frankenstein. Frankenstein, là, on touche pas au Frankenstein de Mary Shelley qui est... Oui, on parle de littérature, pardon. Sleepy Hollow est quand même un très bon film de... Enfin, moi, personnellement, je trouve que c'est un très bon film de Tim Burton que j'ai revu aussi récemment, qui, pour moi,
vraiment représente aussi son cinéma, mais d'un point de vue beaucoup plus visuel que dans les thématiques qu'il aborde. On retrouve vraiment cet univers gothique-là, et là aussi on sent qu'il peut se lâcher dans ce film, faire tomber les têtes, faire couler le sang, avoir vraiment cet univers ultra dark qui, moi, me plaît beaucoup et qui fonctionne totalement dans le film. Clairement, pour moi, Sleepy Hollow, c'est limite son film le plus abouti plastiquement. Enfin, en tout cas, c'est un des plus poussés. La photo de Lubeski est superbe. Et visuellement, c'est vraiment un de ses plus beaux, je trouve. C'est son Johnny dernier Depp est bon pour moi. Johnny Depp est encore bon à l'époque. Mais effectivement, comme le disait Robin, finalement, moi, au-delà, c'est pas forcément une question d'incohérence, mais je trouve le scénario, qui d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, mais est co-signé par le scénariste de Seven. Mm-hmm. Et du coup, on pouvait s'attendre à du lourd. Et il y a du lourd dans l'idée, mais je trouve qu'en fait, le film passe un peu à côté de son sujet, ou en tout cas le survole simplement. Il y a quelque chose de super fascinant et intéressant dans cette idée de la confrontation entre la science et les croyances, entre le fantastique et justement l'ancien monde, et à la fin, on finit à New York. Mais ça, le récit le travaille pas du tout au final. Et c'est entre guillemets, juste un super beau film, mais visuellement. Ouais, c'est ça. Puis en plus, il y a tout cet aspect aussi d'un peu, comme tu le disais, de spiritisme, enfin on va dire d'éventuels cultes, de sorcellerie, etc., qui viennent finalement assez tard dans le film, disons, à l'exception vraiment du Cavalier sans tête qui est placé, disons, dès le début, et ça on l'a compris, mais l'aspect sorcellerie, l'aspect un peu spiritisme, spiritualité, etc., arrive très tard dans le film, et donc en fait a beaucoup de peine à s'installer, a beaucoup de peine à prendre de l'ampleur, et où ça aurait pu être vraiment intéressant. Du coup, cette opposition scientifique-spiritualité, c'est au moment où elle arrive, finalement, Johnny Depp a fait le deuil de la version scientifique. C'est « Oh ok, c'est bon, d'accord, c'est ça, ok, on continue ». Mais comme on l'a dit, ça reste un film absolument magnifique. Mais dans Sleepy Hollow, c'est la grosse erreur, je pense, c'est le gros défaut de Tim Burton, c'est qu'il passe quand même par des raccourcis. Il dépeint une fresque, une belle fresque, plastiquement parlant, c'est très beau, mais la romance c'est un peu artificiel. Christina Ricci et puis Johnny Depp, on n'y croit pas vraiment. Et puis j'ai envie de paraphraser Owen Gleiberman, le critique américain, qui disait Tim Burton est plus inspiré parce qu'il veut montrer, mais il en oublie chaque fois le fond de son propos. Et moi, je trouve que ça équivaut vraiment à toute la carrière à Burton. Plastiquement parlant, il y a toujours un travail énorme. Je trouve que c'est toujours très bien foutu. On sent quand même l'illustrateur, on sent quand même qu'il aime ce qu'il fait, mais il en oublie vraiment le propos même, la sève même du propos qu'il doit mettre en scène. Et alors après, on arrive à ce fameux tournant des années 2000. Après La Folie des Grandeurs, après tous ces succès, on a dit, voilà, dans Mars Attacks ou Sleepy Hollow, Tim Burton peut se lâcher, il a les studios avec lui. Il y a ce drame qu'on peut vraiment évoquer, ce drame Superman, avec ce projet avorté, avec Nicolas Cage en Superman quand même, non mais rappelons-le, qui vraiment marquera, je pense, un gros tournant dans la carrière de Burton. Parce que une énorme frustration, une énorme déception qui fera que après Sleepy Hollow, il se mettra à plus savoir vraiment où il en est, plus vraiment savoir ce qu'il veut raconter, où est-ce qu'il veut aller. Et c'est à ce moment-là qu'il accepte ce projet de la planète des singes. Oui, parce qu'il adore le chef-d'œuvre de science-fiction originel, mais finalement, il accepte un peu ce projet pour les mauvaises raisons. Il le dit lui-même. Je me suis dit, il y a un gros budget, c'est infaisable, et ben on y va. C'est infaisable, donc pourquoi pas, j'ai que ça à faire. De toute façon, Superman, ça n'a pas marché, on y va. Et finalement, La planète des singes, vous le savez tous, est probablement l'un de ses moins bons films, même peut-être le pire. C'est en tout cas l'un de ses plus plats. Enfin, pour moi, c'est vraiment le gros film de commande, quoi. Ouais, Celui, on ne le reconnaît pas du tout. C'est ça, il y a personne il derrière. a fait pire, mais où on le reconnaît. Je pense pas qu'il a là, fait il y a pire. juste Là, on sent rien le film de spécifique. On sent le film de studio quand même. Hein. On voit les décors, enfin c'est dégueulasse. Mais tout ça pour dire qu'après La planète des singes, il aura énormément de mal à se relever, à se réinventer et à retrouver un projet vraiment qui le motive. Il le dit lui-même, La planète des singes, c'est un film qui aujourd'hui il n'a toujours pas revu parce qu'il refuse de revoir ce film tellement quelque part, même s'il l'avoue pas complètement, il en a honte, quoi. Et arrive alors le film dont je vais vous parler, qui est Big Fish, sorti en 2003, et qui là pour le coup est en fait l'un des films les plus personnels de Tim Burton. Je pense qu'après Édouard de Main d'Argent, Big Fish est le film le plus personnel de Burton.
le projet lui est arrivé dans les mains au moment où justement après La planète des singes, il savait pas trop, il regardait. Il y avait ce scénario écrit par John August qui avait travaillé sur la série Charlie's Angels et qui était adapté en fait du roman donc Big Fish de Daniel Wallace. Scénario qui était arrivé d'abord dans les mains de Steven Spielberg. Jack Nicholson devait interpréter ce personnage d'Edward Bloom qui est un homme qui en fait a le don pour raconter des histoires abracadabrantes, pour finalement fantasmer sa vie, inventer des choses et puis raconter plutôt le bon versant, on va dire, le bon côté de l'histoire. Et puis l'histoire de ce film, c'est que cet homme-là est mourant, Edward Bloom, et que il s'est brouillé avec son fils qui en fait va être frustré de se dire je ne connais pas mon père parce que mon père m'a raconté des mensonges depuis que je suis gamin. Mon père a fait que de me baratiner avec des histoires et je ne le trouve pas. Et en fait, ce film raconte ce rapport père-fils qui va intéresser Burton à ce moment-là, qui glissera en fait des doigts de Steven Spielberg, qui partira sur autre chose, et qui va venir chez Burton. Burton va se dire, c'est pour moi, pour la simple et bonne raison qu'il va vivre le drame en fait de la mort de ses parents. Son père meurt en 2000, sa mère en 2002. Burton n'a jamais été vraiment proche de ses parents, il est parti très tôt de chez lui, il se sentait déjà justement l'adolescent rejeté. Je crois qu'à 15 ans, il a pris son premier appartement pour aller faire ses dessins. Et en fait, il a été, bizarrement, il le dit, très très touché par la mort de son père et sa mère, alors que pour lui, c'était presque des étrangers. Et quand il lui est arrivé dans ses mains ce script qui traite vraiment de ce rapport père-fils, il s'est senti bouleversé, il s'est dit « Ok, c'est pour moi, c'est le projet » et je me lance dedans. Et ça donne un film magnifique. Si je ne me trompe pas, il est aussi lui-même devenu papa entre-temps. Exactement, juste donc avant la sortie. Ça devait doublement lui parler. Ça devait doublement lui parler. Alors, je crois qu'il est devenu père juste avant la sortie de Big Fish, donc c'était déjà en post-production, etc. Mais donc, ça l'a touché, parce qu'il a ressenti, au-delà de ce rapport père-fils, je pense tout l'univers fantastique qui lui ressemble, qui ressemble à Burton. On retrouve en fait le conte, la fantasy, le Southern Gothic aussi, parce que ça vient vraiment de là, ce roman Big Fish, et puis tout le bestiaire avec la forêt, la sorcière, le géant, la sirène, le loup-garou. Et en fait, à la fois, il peut s'exprimer là-dedans, et il peut s'exprimer aussi dans un nouveau genre qu'il n'avait pas touché jusque-là, qui est finalement le drame et le film réaliste. Il y a un peu deux manières de filmer dans Big Fish. Il a d'ailleurs coupé le tournage en deux. Il a commencé par tourner en fait toutes les scènes dramatiques avec l'acteur qui est décédé cette année d'ailleurs, Albert Finney, qui joue Edward Bloom, donc âgé, mourant, ce gros poisson qui s'imagine gros poisson du lac pour plein de raisons et qui va raconter sa vie par des contes. Et puis il va d'abord, Tim Burton, filmer en fait tout ce passage-là pour ensuite filmer toute la fantaisie incarnée par Ewan McGregor qui va jouer ce personnage principal, Edward Bloom, jeune, et puis qui va traverser des péripéties. Le gros poisson, pourquoi ? Parce que Edward Bloom imagine que c'est un gros poisson qui lui a volé sa bague de fiançailles. Ensuite, il y a une rencontre avec un géant avant qu'il parte de son village pour arriver dans un village idyllique qu'il va quitter pour aller dans un cirque barré où on retrouve Danny DeVito, où il va se mettre à tomber follement amoureux de sa femme, où il va la demander en mariage ensuite dans un champ de fleurs. Il y a plein de choses comme ça qui se passent, et puis je trouve que Burton arrive à saisir quelque chose qu'il n'avait jamais saisi. Le fantastique, d'accord, ça fonctionne, mais parce qu'on savait très bien que ça fonctionnait chez Burton, mais tout ce drame réaliste vraiment dans les dialogues, les scènes à table entre la famille et ce fils-là, et puis les scènes d'hôpital où le père va être mourant sur son lit d'hôpital et son fils va venir essayer de renouer le contact avec lui. Et Burton en fait arrive à être touchant à ce moment-là, et moi ça m'émeut beaucoup. Pourquoi ? Parce que ce que le film raconte, c'est la manière justement de fantasmer sa vie, et que finalement, même si
certaines personnes qui voudraient vraiment atteindre la vérité à tout prix refuseraient de prendre le conte pour ce qu'il est, la fiction pour ce qu'elle est, le fantastique, qui pourrait raconter la vérité et la réalité différemment. Et en fait, c'est tout le chemin que va entreprendre ce fils, qui au départ est complètement frustré de se dire ce père-là, je vais le rejeter, et qui finalement va commencer à le comprendre et à se dire peut-être que dans ces histoires qu'il m'a racontées, il n'y avait pas que du faux en fait, et que finalement, il a juste essayé d'embellir la réalité, et qu'il va essayer de me la raconter comme ça. Et moi, ce film, je vais parler peut-être des défauts après, mais je vais vous laisser réagir. Mais là-dedans, ça m'émeut énormément dans justement tout ce cheminement qu'a le fils pour, à la fin, accompagner son père dans la mort et se mettre lui aussi à raconter sa mort de manière fantasmée et puis fantastique. C'est marrant parce que pour le coup, ce que je trouve assez paradoxal dans ce film et ce qui fait que pour moi Burton est entre guillemets mort après le passage à l'an 2000, c'est que je trouve effectivement la partie drame, comme tu disais, qui se passe dans le monde réel avec le vieux Edward, plutôt réussie, est plutôt touchante, notamment la fin. Mais pour le coup, tous les flashbacks et tout ce qui montre l'univers fantastique, pour moi, ça marche plus du tout. Déjà, la photo, je la trouve vraiment dégueu. Ah. Après un Sleepy Hollow flamboyant, là vraiment, moi j'ai vraiment de la peine avec cette photo. Mais après la planète des singes, ça se dit bien quand même. Oui, ben encore. Et il y a quelque chose qui me dérange vraiment dans ces histoires en flashback. Déjà, je trouve le personnage d'Edward Jeune, donc Ewan McGregor, assez insupportable, parce que pour le coup, alors on présente un personnage optimiste, tout ça, mais qui est en fait un gros capricieux, qui force les choses, qui harcèle sa femme pour qu'elle lui cède, et ce genre de truc. Et en fait, moi, il m'est assez vite insupportable, alors que j'ai de l'affection pour Albert Finney, donc il y a quelque chose d'assez schizo dans le truc. Mais même Albert Finney incarne aussi un personnage aussi très égoïste, très centré sur lui. Oui, mais à la limite, pourquoi pas, mais finalement, je comprends pas trop, en voyant justement ces histoires fantastiques qu'il raconte, pourquoi est-ce qu'on devrait l'admirer, pourquoi est-ce que ce serait formidable, alors que pour moi, le personnage est vraiment antipathique dans les flashbacks. Et il y a aussi quelque chose d'assez curieux, je trouve, dans les scènes fantastiques aussi, c'est qu'il y a des trucs assez antinomiques par rapport à ce qu'ils faisaient avant. C'est-à-dire que, par exemple, les fameux, on y revient, les fameuses banlieues pavillonnaires, là aussi, qui étaient le cauchemar absolu dans Édouard aux mains d'argent, et ben là, c'est le rêve, c'est l'objectif à atteindre. Il y a ce fameux plan où justement le jeune Edward regarde satisfait ce quartier qui est en train d'être nettoyé. Ouais, avec des tondeuses qui font exactement la même chose. Et là, c'est justement l'idéal, alors que c'était le cauchemar précédemment. La maison biscornue qui aurait été justement un des aspects caractéristiques de Burton. Là, dans Big Fish, on la redresse et on la rénove et on la remet dans le droit chemin. Enfin, il y a quelque chose d'assez étrange, je trouve, et qui me fait dire que du coup, enfin, pour moi, c'est là où on voit que Burton a un petit peu retourné sa veste, quoi. Quelqu'un d'autre sur Big Fish, peut-être Charlotte, Robin, Thomas, Sven. Moi, je suis assez d'accord en fait avec Thibaut, même si je serais peut-être pas aussi dur sur vraiment les flashbacks, même s'ils sont dégueulasses. Il y a quand même des scènes assez cool. Par exemple, typiquement le coup de foudre. Voilà, la scène du coup de foudre. Franchement, dégueulasse. Ouais, non, Comme c'est pas terrible. Ouais, quand même. C'est pas très joli, quoi. Enfin, mais sinon c'est assez intéressant. Mais un peu comme Thibaut, en fait, je dois avouer que j'ai eu énormément de peine à suivre ce personnage qui, pour moi, était totalement antipathique. Et donc, du coup, pendant 2 heures, j'ai vu l'histoire romancée d'un type qui ne m'était absolument pas sympathique. Donc, je dois avouer que c'est pas toujours évident, mais il y a quand même de la poésie, surtout la fin. Vraiment, là, pour le coup, dans la réalité, la fin marche quand même plutôt bien. Parce qu'on fantasme sa mort. Mais tu mets le doigt sur un défaut, je vais revenir après, mais Thomas, peut-être avant. Moi, je te rejoins assez, Alex, sur la beauté du film par rapport à la transmission qui passe par la fiction, par l'allégorie. Je trouve, quand j'avais vu le film lors de sa sortie en salle, j'avais vraiment été beaucoup touché par ça. Et ce que tu évoques, Thibaut, c'est-à-dire les formes de trahison qu'on peut déjà percevoir chez Burton, moi, je les avais plutôt vues presque comme une manière de maturation pour Burton. C'est-à-dire qu'il grandit et il a peut-être des comptes qu'il a réglés maintenant. Il a compris que ces délires d'adolescent mal dans sa peau, il passait peut-être à autre chose.
Ce qui est dommage, c'est qu'ensuite, les films qui vont suivre vont être complètement régressifs. C'est-à-dire que Big Fish aurait pu ouvrir la voie à autre chose, à un nouveau Tim Burton, original aussi, contre quelque chose, ou dans la contre-culture, mais d'une certaine manière originale. Et ensuite, après Big Fish, qu'est-ce qu'il fait ? Il est immédiatement régressif et il retourne à une espèce de singerie de ses premiers, de ses premiers films qui ne fonctionnent plus du tout. Mais d'un autre côté, ce que racontent ces films qui suivent, c'est aussi comme dans Big Fish, c'est plus l'anomalie ne pourra jamais se réunir avec la normalité, etc. Mais par exemple dans Charlie et la chocolaterie, le personnage de Willy Wonka pourra finalement trouver une famille et devenir normal, alors qu'un Édouard aux mains d'argent sera condamné à être seul, quoi. Donc il y a vraiment quelque chose au passage aux années 2000 qui, pour moi, il a été accepté, et du coup dans les films, ces héros freaks sont aussi acceptés. Alors on aime ou on n'aime pas, on trouve ça plus intelligent ou pas, mais il y a vraiment une rupture par rapport à ça. Sven, c'est vrai que quand tu parlais de maturation, moi ça me saute aux yeux aussi, parce que d'un point de vue, quand on regarde le film, on voit au niveau de la tonalité, c'est les changements, au niveau des couleurs, c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de couleurs, c'est moins noir, il y a plus de, c'est même saturé, ça devient presque rose bonbon des fois. Et ça marque quand même un changement qui aurait pu ou dû, que sais-je, mais c'est vrai que rien que dans la mise en scène, il y a quelque chose de beaucoup plus coloré qui fait qu'on a l'impression qu'il avait changé et il était arrivé à maturité plutôt. Charlotte, ton avis sur Big Fish, toi ? Malheureusement, moi, j'ai pas un souvenir très précis de Big Fish, sinon que je me souviens avoir beaucoup apprécié quand même. J'ai un souvenir d'une scène où il se promène dans la forêt, il est agrippé par des arbres, et comme on lui a prédit qu'il ne mourrait pas de cette façon, il stoppe le destin. Il a vu dans l'œil d'une sorcière, il a vu sa mort. C'est ça. Et c'est ou avec des chaussures accrochées à des fils. C'est les deux scènes qui me restent, avec la fin bien sûr qui est hyper touchante. Mais j'ai pas un souvenir assez précis. Sinon que Marion Cotillard me tend au plus haut point. Ah oui, Marion Cotillard, donc, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai fait un espèce de déni, c'est que moi j'en avais marre de la voir, quoi. Marion Cotillard qui joue en fait la femme du fils, qui lui est incarné par Billy Crudup. Si vous voulez un beau film qui parle aussi de l'importance de la fiction et de l'allégorie sans Marion Cotillard, on peut regarder Life of Pi de Ang Lee, qui reprend ces thématiques-là, mais d'une manière peut-être plus originale et plus intéressante. Je terminerai là-dessus, mais en fait, sur les réserves que vous venez d'évoquer, et surtout sur les tiennes, Robin, je comprends complètement qu'on ait du mal en fait à rentrer dans ce film, parce que pour moi, le défaut principal, il y en a plein. Il y a aussi une grosse baisse de rythme. À un moment, il y a un personnage incarné par Helena Bonham Carter qui ne fonctionne pas très bien dans la relation qu'on veut lui prêter avec le personnage d'Edward Bloom. Mais surtout, c'est en fait tout ce que... Comment dire, le cheminement du fils qui va peu à peu faire un pas vers son père, essayer de le comprendre, essayer de comprendre pourquoi son père essaye de raconter sa vie de cette manière-là, à la manière des contes. C'est le fils qui, lui, va petit à petit s'acheminer pour accepter la condition de son père, et pour accepter le fait que quand son père est en train de mourir, son père va lui dire « raconte-moi ma mort. C'est toi qui la connais finalement, ma mort, raconte-la moi. » Et donc là, son fils va se dire c'est à moi de me mettre dans le jeu de mon père. Et c'est ça qui est magnifique. C'est que là, il va faire un pas vers son père, il va se dire ok, je vais te raconter ta mort à la manière dont toi tu racontais les histoires. Et la réserve que t'as, Robin, c'est que ce père, lui, il va jamais faire un pas vers son fils, en fait. Et je pense que c'est ça le problème du film, c'est que son père va rester finalement un égoïste, un peu narcissique, qui va raconter sa vie. Alors oui, c'est beau, oui, ça me touche parce que j'aime la fiction et j'aime le fantastique, j'aime le conte, mais finalement, c'est vrai que le père ne va pas tant faire le pas vers son fils. Mais c'est pour ça que je disais que pour moi, le personnage du coup du père et de Ewan McGregor, mais antipathique. C'est parce que on voit que le fils, finalement, c'est un peu sa dernière volonté avec son père, c'est de pouvoir aller vers lui, de pouvoir... Enfin voilà, et
Et finalement, il se heurte à un mur et que finalement, ça partait d'une bonne intention. Puis le personnage qu'on est censé suivre, de manière un peu égoïste, fait ouais non, mais de toute façon, moi j'ai raison. Alors je vais pas aller plus loin. C'est ça. Donc après Big Fish, c'est vrai que là, la carrière de Burton commence sacrément à refouler, même si il y a peut-être quelques films que j'apprécie là-dedans, dont celui-ci qu'a choisi Sven pour parler finalement d'un autre côté de la filmographie de Burton, c'est l'animation et la stop motion notamment, même si L'étrange Noël de Monsieur Jack n'était pas réalisé par Burton, il a été très largement impliqué sur le projet, dans le scénario, la production et surtout le design et les dessins des personnages. Et puis voilà, Corpse Bride ou bien Les Noces Funèbres qui arrive en 2005, qui est vraiment très similaire à L'étrange Noël de Monsieur Jack, finalement. Pourquoi tu as choisi, Sven, de parler des Noces Funèbres ? Alors, je pense que Les Noces Funèbres, c'est comme une sorte d'extension pour moi de L'étrange Noël de Mr. Jack. Pourquoi ? Parce que j'ai retrouvé mon enfance, mon âme d'enfant là-dedans. C'est un film, tout bêtement, petite anecdote personnelle. Quand j'ai été le voir dans la piètre salle de cinéma qui abritait mon petit village, on était genre 4 dans la salle et je suis sorti de la salle et j'ai dit je vais le revoir. Et je suis allé le revoir directement après. Le film dure 1h17 et c'est comme ça s'avale d'un coup, mais c'est une poésie enchanteresse d'1h17 où on a les yeux écarquillés écarquillés devant cette magnifique BO de Danny Elfman. Je sais que tout le monde ne partage pas mon avis ici, mais alors les yeux écarquillés devant la BO, moi je les ai pas. Hein, les yeux écarquillés devant les yeux écarquillés, d'accord. Les oreilles, les écoutilles ouvertes et les yeux écarquillés devant cette magnifique stop motion. Voilà l'histoire aussi d'aller rechercher un conte russe. J'ai toujours une profonde admiration pour le tout ce qui est conte russe, conte slave, cinéma russe aussi. Hein. Écoute. Donc c'est l'histoire de Victor Van Dort qui est obligé d'aller épouser la chère Victoria Everglot. Une histoire pécuniaire là-dessous. Et voilà, après une petite danse, une petite rêverie qu'il a, il part dans cette petite forêt au clair de lune. Tout est petit. Tout est petit, ouais. Bah oui, et c'est clair, tout est petit, tout est beau, tout est mignon. Non, justement. Et voilà, il tombe sous cette Corpse Bride. Donc cette mariée morte, et voilà, il va se faire entraîner dans ce monde, dans le monde des morts. Dans le monde des morts. Et c'est vrai que c'est une magnifique comédie musicale qui est, on se fait complètement happer par cette mélancolie. On se retrouve vraiment à presque danser tellement que c'est beau, je trouve. Parce que la moon, ça rigole à côté de moi. Je sais parce que je crois que je suis un des seuls qui le défend ici. Non, moi j'aime assez le film. Je le trouve très convenu, très plat et non, très c'est recyclé. pas plat. On a l'impression de se sentir sous le clair de lune tellement que c'est beau. C'est poétique, c'est enchanteur. Moi, j'ai toujours cette scène de la moon dance qui est magnifique. Oui, mais je préfère revoir 10 000 fois L'étrange Noël de Monsieur Jack que revoir une fois. Mais là, on a une seconde célébration du cinéma de Tim Burton. C'est poignant, c'est beau. Il y a quelque chose de très doux. C'est noir et lumineux en même temps. Et puis noir en fait dans le monde des hommes et lumineux dans le monde des morts. Oui, c'est là qu'on retrouve complètement le cinéma de Burton. Bon, c'est une des seules idées visuelles du film d'ailleurs. L'opposition justement entre le monde des vivants qui est terne et tout d'un coup ça fait péter les couleurs dès qu'on est chez les morts. Enfin, moi je trouve quand même que c'est un sous L'étrange Noël de Mr. Jack. Pour le coup, Danny Elfman, à part le thème principal au piano qui est effectivement assez beau, et d'ailleurs la meilleure scène du film pour moi c'est quand les deux justement jouent au piano, clair. Mais sinon le reste, les chansons, moi je trouve ça juste nul. Non, les chansons c'est pas possible. Et le triangle amoureux est traité par-dessus la jambe. Enfin, il dure 1h17, tu l'as rappelé, mais pour le coup, moi, on rush toute l'intrigue et puis finalement c'est assez avec plat, des renversements de situation complètement improbables. Je veux dire, il se bat pour aller retrouver sa vivante. D'un coup, il décide finalement je vais me marier avec la morte. En fait, la vivante revient. Je sais pas. Tu vois, on dirait un politicien, quoi. Je veux dire, le mec. C'est la beauté du geste. Mais non, mais c'est juste un mec qui est perdu puis qui sait pas quoi faire et puis qu'il a une morte, c'est un peu compliqué, puis une vivante. Non, puis voilà. c'est trop facile. C'est des raccourcis, ça. D'accord. Non, mais enfin, et puis comédie musicale, je suis pas d'accord. Ça chante 5 fois, ça chante mal 5 fois.
Mais si Là, c'est t'es un peu c'est un dur peu quand plat. même. C'est clair. C'est dur, Robin. Ouais, c'est très C'est très dur, dur parce que Robin. c'est clair que c'est intouchable, L'étrange Noël de Mr. Jack. C'est intouchable. C'est pour moi, c'est le chef-d'œuvre du cinéma d'animation. Non, mais c'est- ce que dit Robin sur le changement un petit peu de ce personnage un peu rapide, c'est vrai que le film finalement est très court. Oui, mais peut-être trop court. Et puis c'est Mais là parce que tout est tout petit, donc c'est à l'échelle. Oui, non mais c'est vrai que c'est vraiment le sentiment que t'as devant ce film, quoi. mais Tu le, te dis, le c'est un personnage, petit Mais film. on sent personnage, quand même à mort que Tim Burton, il a envie de faire son film en stop motion, Ah ouais. d'y apposer cette fois son nom sous Ouais. Directed by, parce qu'il est frustré que L'étrange Noël de Monsieur Jack, qui est un peu le porte-étendard de la culture burtonienne chez les adolescentes c'est de clair. 14 ans, lui a échappé, et du coup... Qu'est-ce que t'as contre les adolescents de qui sont 14 place ans? de l'Europe, on rappelle. Franchement, non, mais on Mais arrête. moi j'avais vraiment vu ça à l'époque, c'est-à-dire le mec, en fait, je fais mon étrange Noël de Monsieur Jack aujourd'hui, quoi. Bah ouais, En nettement moins bon. clairement moins. Et bon, en ouais. très cheesy. Mais je te rejoins, Sven, j'aime bien le film quand même. merci, ça fait plaisir Parce parce que que- c'est beau, c'est touchant, c'est poignant, c'est Peut-être magnifique. que le sentiment de Sven, il est dû au fait qu'on s'était tapé Charlie et la chocolaterie juste avant. Alors ça, c'est puisque sûr. le film suit Charlie et la chocolaterie, qui était, comme je le disais avant, une explosion de guimauve. Où moi, quand je vois Helena Bonham Carter avec ses collants à abeilles là sous Ouais. un arbre, mais j'ai vraiment l'impression d'être dans un film. Ça, c'est auto-paro- Sweeney Todd, par contre. C'est Sweeney Todd, Ouais, c'est c'est Sweeney Sweeney Todd. Todd. Mais les deux sont aussi lamentables. Oui, c'est juste- on est Non, d'accord. mais faut arrêter. Bon. Non, mais sur les noces funèbres, c'est vrai que le gros problème, c'est que ça souffre de cette comparaison avec L'étrange Noël de Monsieur Jack. Mais en soi, je trouve pas que ce soit un mauvais film, rien que par le fait que c'est vraiment un film de Burton et qu'en fait pour moi il y a personne d'autre qui aurait pu faire ça. Les designs, tout ça, ça vient des dessins de Burton et ça vient de finalement C'est Dark ce Shadows, qui- personne d'autre peut faire ça non plus. Non, mais non, Non, mais c'est totalement c'est différent. C'est ce que je disais Non, tout à l'heure. non. Il a fait bien pire que La Planète des Singes quand on peut, et on le reconnaît dans ses films Non, qui mais sont mauvais. En quoi c'est un critère de dire que personne d'autre que Burton peut faire ça? Il est justement dans l'auto presque caricature. Il a compris à quoi on identifiait sa culture, à quoi on identifiait son esthétique et ce que demandait son public de groupies, et il ne sert plus que ça. Oui, Donc ça, c'est c'est vrai. clair qu'on reconnaît Tim Burton parce Non, qu'il mais fait du Tim Burton. Oui, Parce c'est qu'il est, juste. il est généreux. Il Mais est dans- généreux dans tout ce qu'il fait. Dans Les Noces funèbres, c'est généreux. C'est ça. Oui, c'est du mais Tim Burton pur et dur. moi, ce que Mais c'est j'aime- pas de l'autocaricature. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment le design des personnages qui fait que là, tu te dis, mais ça sort vraiment du pinceau, du crayon de Burton. Dark Shadows, je suis désolé, même si on retrouve un petit peu de Burton là-dedans, tu m'aurais dit c'est un autre réal qui l'a fait, tu te dis bon d'accord, il a fait du sous Burton, etc. Les Noces funèbres, comme L'étrange Noël de Monsieur Jack, il Mais y a là, tu ce parles design beaucoup des poupées. du Ouais. Jack, mais c'est surtout Frankenweenie, non? Oui, au Plutôt. Frankenweenie, oui, Ou exactement. Vincent, enfin, Ou Vincent, mais- voilà, oui, c'est le design pour moi des personnages, quoi, en fait, et de l'univers, des décors, de tout ça, qui fait que franchement, c'est tellement original, c'est tellement beau, et tu te dis, il y a que lui, quoi, c'est unique. C'est beau, c'est doux, c'est que t'as l'impression d'être une plume. Tu te fais pousser par le vent. et Comme c'est- Dumbo qui. Non, alors Dumbo. prend un non, bref. Dumbo, Ouais. ce sera pour un un film autre doux, épisode. un film petit. Non, mais c'est exactement ça. Quand tu vois, Non, mais tu vois une Sven, 1h17, là où je pense Charlotte. peut-être tu as eu une bonne surprise aussi, c'est que Tim Burton a lâché les écrans verts pendant un temps. Parce que non, mais à part ça, c'est ça Ouais. aussi, c'est qu'il se cache derrière ses écrans verts. Son univers était foisonnant, était peut-être carton-pâte. Ça, c'est quelque chose que tu as dit concernant La Planète des Singes, où tu disais on voit les décors, mais avant aussi on voyait les décors, tu vois. C'était déjà le cas, et pourtant ça gênait moins. Et après, il essaye de projeter cet univers foisonnant sur des écrans verts hyper mais du coup sans relief, quoi, et c'est peut-être aussi ça qui est plaisant avec Corpse Bride, c'est qu'on retrouve ces éléments de décor qui sont faits main presque. Mais dans Exactement. dans Big Eyes, je pense, là aussi, c'est Oh pour non. ça. Je suis Non, désolé. Sven. Big Eyes n'a jamais existé. Non, mais Ouais. Big Eyes, c'est pour ça que j'ai été un peu dragué, parce qu'il est revenu à un cinéma beaucoup plus classique. Mais il a qui m'a fait du aussi bien. voulu faire ça dans Alice au Pays des Merveilles avec le Non, mais dragon, Alice au Pays des avec le Merveilles, c'est dragon une qui est en angoisse. stop motion avec cette espèce d'hommage à Non, Ray non. Harryhausen. Non, mais effaçons ça. Ah ouais. Effaçons ça. Ouais. Complètement. Bah, moi, j'aimerais Et effacer il Big Eyes essaye aussi, perso. d'injecter quelques éléments comme ça, quoi. Bon, voilà, merci Sven pour donc Les Noces funèbres sorties en 2005. Si jamais vous le trouvez pas dans les rayons, c'est le tout petit DVD qui est au fond à gauche. Il est à la place de l'Europe, si jamais. Bon, et depuis Les Noces funèbres, on va pas passer tous ces films, mais c'est vrai que petite dégringolade quand même pour Burton, dégringolade et surtout recyclage permanent de tout ce qui...
tout ce dont on vient de parler ici. À suivre, bien entendu, Quand même dire que quand il fait Frankenweenie en 2012, c'est peut-être le dernier sursaut de Burton, mais qui est dû au fait que il allonge en fait un de ses premiers courts-métrages. Et finalement que ça redevient un projet personnel qu'il avait envie avec d'accomplir. à nouveau des références intéressantes au cinéma qui l'a fait grandir, etc. Mais c'est du ressucé, quoi. Exactement. On a fait le tour donc de la filmographie de Tim Burton. Merci beaucoup les amis, merci Sven d'avoir été avec nous, Sven Papo, merci Charlotte Klinke aussi d'avoir été là, merci Thibaut Ducret, c'était super sympa de t'avoir, merci Thomas Gerber et merci mon cher Robin Jeunin. Merci à vous aussi. Merci à toi Alex Caporal. Merci à toi Alex, mais quel grand talent. Grand plaisir. Qui nous a presque fait pleurer en nous racontant Big Fish quand même. Merci. La fameuse légende des poissons. Et alors j'avais les larmes aux yeux devant le film, ça c'est clair, pour l'avoir revu encore cette semaine. Mais ça c'est à cause de la photo, non? Avec la photo qui pique. D'accord, merci de nous avoir écoutés. On espère que cette émission spéciale Tim Burton vous aura plu. Très bientôt, on publiera un épisode sur le Dumbo de Tim Burton, donc en salle depuis le 27 mars. On rappelle que c'est à cette occasion qu'on a eu l'envie de revenir sur la filmographie de Tim Burton qu'on aime autant qu'on déteste. Merci à vous. Vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux et toutes les plateformes de streaming pour retrouver tous nos autres épisodes du Saloon. On se retrouve bientôt pour Dumbo déjà et puis plein d'autres épisodes à suivre. Très belle journée ou belle soirée. À bientôt. Ciao.